Bonsoir à tous. Drapeaux en berne, une émotion palpable dans le monde entier après le décès de la reine Elisabeth II qui aura guidé son pays, son royaume pendant plus de 70 ans. Installée sur le trône dès sa 25e année, elle n'aura eu de cesse de servir son pays qui voyait en elle, en sa souveraine, un cap dans un monde en perpétuel mouvement. Tout changer pour que rien ne change était l'une de ses plus grandes maximes. Elisabeth II, 3 jours après avoir reçu la visite de son 15e chef de gouvernement durant son règne XXL, s'est éteinte hier à 96 ans auprès des siens dans son château de Balmoral. Tous, autant que nous sommes, allons conserver une image bien ancrée de cette souveraine hors du commun, hors du temps, à commencer par le prince souverain. La réaction, bien sûr, c'est comme tout le monde une grande tristesse, même si, vu son âge avancé, on pouvait s'attendre malheureusement à cette issue, mais c'est une grande perte non seulement pour le Royaume-Uni, pour l'Europe, mais pour le monde entier, parce qu'elle était vraiment, c'était une souveraine qui était très très appréciée et même aimée à travers le monde. Son attitude extrêmement toujours bienveillante et son empathie envers les autres était vraiment très très palpable. Et même si c'était vraiment une reine qui a eu une attitude exemplaire dans beaucoup de circonstances difficiles et qui savait rester ferme quand il fallait être ferme, mais elle avait cette intelligence du cœur qui appartient aux grands de ce monde. Le prince Albert II. Et dans votre journal ce soir, votre souvenir d'un destin hors norme, le regard sur cette reine d'exception, avec tout d'abord la communauté anglaise installée ici en Principauté. Nous irons également à Londres pour évoquer le deuil, le chagrin des Britanniques qui ont pu apprécier pendant des années le dévouement sans faille de leur souveraine et qui s'apprêtent à honorer désormais leur nouveau monarque, le prince Charles, qui devient à 73 ans le roi Charles III. Sandrine Nègre, bonsoir à vous. Nous venons d'écouter la réaction du prince Albert II ensemble, c'était il y a un instant. On va ce soir s'arrêter avec vous sur les relations entretenues, Sandrine, depuis des années entre nos deux pays. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Effectivement, les liens entre les deux monarchies britanniques et monégasques sont nombreux. Je vous propose d'ailleurs de voir ou revoir ces images. Le prince Albert II et la reine Elisabeth II côte à côte en mai 2011. C'était il y a un peu plus de 10 ans. À l'occasion du Chelsea Flower Show, ils visitaient ensemble le jardin de Monaco exposé lors de ce prestigieux événement du printemps en Angleterre. Un an plus tard, en mai 2012, le prince Albert II et la princesse Charlène étaient conviés aux festivités du jubilé de diamant de la reine Elisabeth II, des rencontres qui illustrent les relations entre la famille Grimaldi et la famille Windsor dans les moments heureux, mais aussi plus malheureux. En 1982, la princesse de Galles, Lady Di, assistait aux obsèques de la princesse Grace. 40 ans plus tard, à l'abbaye de Westminster, le prince Albert II assistait au service de commémoration du défunt prince Philippe, duc d'Édimbourg, sur invitation de Buckingham Palace. Enfin, sachez que le prince Albert II et le roi Charles III partagent depuis longtemps un point commun, leur engagement en faveur de la protection de l'environnement. Ils étaient ici ensemble à Malte lors de la conférence Our Ocean ou encore lors de la COP26 l'an dernier, organisée, Christophe, à Glasgow. Et selon le quotidien anglais The Guardian, les funérailles devraient avoir lieu le lundi 19 septembre à l'abbaye de Westminster, au centre de Londres. En attendant cette journée d'une grande charge émotionnelle, avec la venue des dignitaires du monde entier, la dépouille de la reine reposera à Westminster Hall pendant quelques jours où le public pourra venir s'y recueillir. C'est très précis, 23 heures sur 24. Des centaines de milliers de personnes sont attendues pour cet hommage que l'on veut populaire. Et chez nous, à Monaco, Frédéric Hélion est allé, lui, retrouver quelques-uns des membres de la communauté britannique, et ce au lendemain de sa disparition. La principauté compte un peu moins de 3000 résidents britanniques. La communauté anglaise a forcément été touchée par l'annonce hier du décès de la reine Elisabeth II, notamment du côté de la British Association of Monaco, créée en 1935. L'association compte 250 membres et organise des événements chaque mois, notamment une soirée chaque année en juin pour célébrer l'anniversaire de la reine. For me personally, she was a wonderful lady, full of power.
strength, and it is an extremely sad moment for the British citizens in Monaco, and I'm sure indeed the whole world. We will miss her very much. Le décès de la reine Elisabeth II a aussi marqué la communauté de l'église anglicane de Saint-Paul, avenue de Grande-Bretagne, un édifice bâti en 1925 et qui rassemble une centaine de fidèles. It's something that has been anticipated for a very long time. However, when it does happen, as it has, then obviously it is still a shock. I had the good fortune to meet her on several occasions, and the thing I remember most about her is something that's echoed by others, is that she had a very wry sense of humour, and she would greet people with great informality. One always feels a little uncertain about meeting the monarch, but she was the kind of person who put you at your ease very quickly, and she was able to be gracious to everyone she met. Une messe commémorative sera célébrée demain, samedi, à 18h30, à l'église anglicane de Saint-Paul, afin de rendre hommage à la reine Elisabeth II. Direction Londres, la Tamise, où nous attend Marie Billon, journaliste basée à Londres. Bonsoir à vous, Marie. Bonsoir. 24 heures après le décès de la reine, l'émotion, on l'imagine, est toujours aussi intense chez vous? Absolument. Les gens se sont précipités auprès des grilles des différents palais et surtout de Buckingham Palace pendant toute la nuit, pendant toute la journée. Ils sont venus pour être ensemble, mais aussi pour déposer des fleurs, pour déposer des dessins, s'il y a des enfants, vraiment pour essayer de partager ce moment. Alors, tout le monde, évidemment, n'a pas arrêté sa vie pour se rendre auprès des grilles du palais. La vie continue plus ou moins normalement à Londres, mais il y a quand même quelque chose qui se sent, qui se passe, et même il y a certains magasins qui sont fermés, des grands magasins qui ont décidé de ne pas ouvrir aujourd'hui. Dans des chantiers de construction, il y a des minutes de silence qui ont été observées. Il y a aussi des rencontres sportives qui ont été annulées. Il y a même des grèves qui ont été annulées aussi, la grève des cheminots et la grève des postiers, par respect par rapport à la reine. Donc, même si tout le monde n'est pas en train de pleurer, c'est clair qu'il y a quelque chose qui a changé ici au Royaume-Uni depuis 24 heures. On parle d'un long deuil chez vous? Oui, alors le roi Charles, il faut s'habituer à dire Charles ça. III. Charles III, absolument, a décidé que le deuil national durait 7 jours après les funérailles de la reine Elisabeth II. Donc, ce sera une assez longue période de deuil, effectivement, que le Royaume-Uni va observer. Les détails, effectivement, chaque jour jusqu'aux funérailles vont être vraiment minutés très précisément. Un cérémonial, évidemment, c'est très important, le cérémonial au Royaume-Uni. Qui était préparé de toute façon j'allais pas dire de longue date, mais depuis un certain temps, depuis d'ailleurs la disparition de son époux, on sentait que la reine n'était plus la même quelque part. On sentait que la reine, effectivement, était très diminuée depuis le décès de son époux. Il y a un an, on l'avait vu beaucoup amaigrie. À partir d'octobre dernier, elle a commencé à annuler des représentations officielles. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'on a commencé à s'inquiéter, parce que la reine a toujours voulu décharger son travail au mieux, le maximum qu'elle pouvait. Et ces derniers mois, elle était de moins en moins présente, même dans des moments très officiels comme l'ouverture du Parlement, par exemple. Mais elle avait tenu à accueillir la toute nouvelle première ministre, Liz Truss, en début de semaine. On a pu voir la photo de la reine saluant la nouvelle première ministre. Alors la reine avait l'air effectivement diminuée, mais elle était debout, elle était là, et c'était important certainement pour elle, et en tout cas pour les Britanniques, qu'elle ait déchargé son travail jusque vraiment, littéralement, jusqu'au bout de sa vie. Elle avait promis que sa vie soit longue ou courte, le jour de ses 18 ans, elle serait au service entièrement du peuple britannique. Elle l'a démontré de manière assez littérale. Marie Billon, vous dites une reine apolitique, mais qui a su, finalement, dans toute sa carrière, évoluer avec le temps. Je lisais quelque part que voilà, on est parti du cinéma muet jusqu'au numérique avec elle. Mais c'est fou, même avec ses tenues, elle a su évoluer année après année pendant ses 70 ans de règne tout de même. 70 ans de reine, alors juste des dates qui je trouve assez impressionnantes. Liz Truss est née 101 ans après la naissance de Winston Churchill, son premier et sa dernière première ministre. C'est pour montrer un petit peu
101 ans après la naissance de Churchill. Ça montre à quel point la reine Elisabeth II a vraiment vécu une longue vie, effectivement. Alors oui, elle a su s'adapter aux changements de société. Alors il y a peut-être eu quelques freinages des cas de fer, peut-être vers la fin des années 90. On a pu beaucoup en parler au moment de la période Diana, mais effectivement, il y a eu une adaptation qui a été assez claire. Et là, par exemple, pendant son jubilé, ou même avant, pour les JO de 2012, quand la reine a accepté de jouer les actrices, d'être vue en train de sauter d'un hélicoptère, ou alors plus récemment de prendre le thé avec un ours malpoli qui boit le thé à la théière, voilà, Paddington, ça montre effectivement que la reine savait s'adapter, en tout cas, au monde dans lequel elle vivait, dans lequel ses sujets vivaient, et c'était certainement pour ça que ça résonnait tellement avec les Britanniques. Toute la famille s'est évidemment retrouvée hier auprès de la reine Elisabeth avant son décès. Quelque part, c'est la famille qui lui a posé beaucoup de tort aussi, notamment sur la fin avec le petit prince Harry, mais ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Et effectivement, c'est quelque chose qui a été difficilement gérable par Elisabeth II, ne serait-ce que parce que la presse se mêlait de plus en plus de la vie de la famille royale, et donc il a fallu finalement réécrire le livre sur comment gérer les affaires de cœur des autres membres de la famille royale, et ça a été très compliqué, notamment évidemment à la fin des années 90, mais même au début des années 80 avec l'arrivée de la princesse Diana et son mariage qui était compliqué avec le prince Charles. 3 de ces 4 enfants ont divorcé, et effectivement ces derniers mois, ces dernières années, le prince Harry qui s'est éloigné de la famille royale, même s'il a toujours eu des mots assez tendres pour sa grand-mère, et on l'a pu le voir encore jouer ça hier. Tous les membres de la famille royale sont arrivés, mais le prince Harry, lui, n'était pas encore arrivé. Ils n'ont pas attendu le prince Harry pour annoncer le décès de la reine. C'était le dernier arrivé de la famille hier soir, et ça a été le premier de la famille à quitter Balmoral ce matin. Les relations avec Monaco que vous connaissez par cœur, Marie Billon également, et la reine Elisabeth qui n'est jamais venue finalement ici. Le prince Charles III est peut-être plus complice avec le prince Albert II ? En tout cas, on a pu voir le prince Albert II invité à certains moments importants de la famille royale, notamment la dernière fois pour le service de remerciement pour la vie du prince Philippe, qui était en avril dernier à Westminster. Donc, c'est un pays avec lequel le Royaume-Uni a des liens diplomatiques, et le rôle de tout monarque est d'entretenir favorablement les liens diplomatiques avec tous les pays du monde entier, dont évidemment Monaco. Et on sait que les deux princes, évidemment, et maintenant le roi Charles III et le prince Albert II ont en commun la nature, l'environnement. Merci en tout cas pour toutes ces précisions en duplex de Londres, au bord de la Tamise. Marie Billon, journaliste basée bien sûr dans la City, là-bas. À Londres, merci d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info. Merci, au revoir. Et vous, quelle image garderez-vous de la reine Elisabeth II? Nous sommes allés ce midi à votre rencontre. C'est quelqu'un, je pense, d'exceptionnel, qui a eu une longévité de vie, une longévité de règne, qui a pris le pouvoir, qui est arrivé au pouvoir dans des circonstances difficiles, qui a eu, je pense, une vie quand même compliquée et pas facile, et qui a tenu le cap. En 70 ans, elle a fait quand même évoluer l'Angleterre, qui est quand même assez... ils sont très traditionnels. Son sens de l'humour, et je suis assez admirative du fait qu'elle ne montrait jamais ce qu'elle pouvait penser ou ses sensations. Moi-même, j'ai du mal à le faire, donc comme elle a pu régner et tenir tête, c'est beau. Son sens du devoir. Je pense que c'est une femme qui, dès l'âge de 26 ans, a vraiment pris la mesure de la charge qu'elle endossait. Probablement qu'avec la guerre, elle s'était déjà beaucoup impliquée, et elle avait compris qu'être proche de son peuple, c'était vraiment l'âme d'une monarchie. Je pense que c'est une femme très courageuse, qui a vraiment bien porté le rôle et qui a pris toutes les responsabilités sur ses épaules tout au long de ces années, qui est restée inflexible, qui était là pour ses enfants. Un nouveau règne, une nouvelle ère va donc débuter avec l'avènement du roi Charles III, très sensible, on le sait, à la cause environnementale, tout comme le prince Albert II, qui assistait lui aujourd'hui à une conférence historique sur les terres australes. Cette année 2022, on le sait, marque le 250e anniversaire de la découverte des archipels Crozet et Kerguelen par la France. Et à cette occasion, dans le cadre du programme polaire porté par l'Institut océanographique, 2 nouvelles expositions temporaires ont été présentées au musée de Monaco, et ce, jusqu'au 26 septembre. Et puis Fabien Bonilla, Thomas Deus et Alexandre Gougassien ont assisté, eux, cet après-midi, à une conférence ouverte au public. Voici le reportage sur ce thème.
Les îles Kerguelen, parfois surnommées îles de la désolation, ont été découvertes le 12 février 1772 par le navigateur Yves-Joseph de Kerguelen de Trémarec. Elles sont restées, malgré quelques tentatives de colonisation, dépourvues d'habitants permanents. Cet archipel volcanique se situe au sud de l'océan Indien, à plus de 3000 km de la Réunion, qui est la terre habitée la plus proche. Les îles Kerguelen constituent l'un des 5 districts des terres australes et antarctiques françaises. Pour la France, les terres australes et antarctiques représentent 1/5 de son domaine maritime, qui est le second au monde juste après celui des États-Unis. Donc c'est un empire maritime dans lequel il y a toutes sortes de découvertes à faire, du point de vue scientifique par exemple. C'est d'ailleurs la plus grande réserve océanique du monde avec les îles Cook. Et puis sur Terre, puisqu'il y a des îles qui n'ont jamais pu être véritablement colonisées, valorisées, elles ne se prêtent pas du tout à l'agriculture, pas même à l'élevage, il y a en permanence des missions de recherche, des savants qui étudient aussi bien la météorologie, la zoologie, la faune, la flore, tout ce que l'on veut. C'est-à-dire que pour les scientifiques du monde entier, ces îles sont à la fois des conservatoires de la biodiversité et des champs d'études absolument passionnants. L'archipel de Kerguelen est composé d'une île principale et de plus de 300 îlots satellites, représentant une superficie de 7215 km². C'est donc la 3e plus grande île française. Parmi les 300 îles qui constituent cet archipel, les îles du Prince de Monaco, nommées ainsi par l'explorateur Raymond Rallier du Baty vers 1908 en l'honneur du prince Albert Ier. Les sports et le 2e succès consécutif de l'AS Monaco Basket en Allemagne en match de préparation. La Roca Team a dominé la formation de Ulm 99-72 pour cette rencontre. Mike James a été laissé au repos. Prochain match dimanche, toujours outre-Rhin à Bamberg. Football, la Ligue Europa hier et la victoire de l'AS Monaco 1-0 face à l'Étoile Rouge de Belgrade, là-bas en déplacement. Et puis une minute de silence formidablement respectée avant le coup d'envoi du match de Manchester United hier soir en hommage à la reine d'Angleterre. Avec ce week-end également, il faut vous en informer, il n'y aura aucune rencontre évidemment en Angleterre dans le championnat, dans la Premier League, ni notamment de course hippique. C'était l'une des plus grandes passions de la reine d'Angleterre. Autre minute de silence, cette fois au temple de la vitesse de la Formule 1 à Monza, avec cet après-midi, quelques minutes seulement avant les premiers essais du Grand Prix d'Italie, Sir Lewis Hamilton, qui a respecté longuement cette minute. Il avait déjà tweeté hier soir en tout cas, sa peine après la disparition de la souveraine qu'il avait anoblie l'an dernier en parlant d'un leader emblématique pour toute l'Angleterre, un exemple. La Formule 1 qui fait donc étape au pays de Ferrari, qui fête pour l'occasion ses 75 ans avec une voiture à robe jaune et une combinaison de pilote du meilleur effet, la couleur jaune canari originelle, avant le rouge aujourd'hui que vous connaissez tous. 2 couleurs très chères en tout cas au goût vestimentaire d'Elisabeth II. Et pour parler Formule 1 ce soir et intérêt particulier de ce Grand Prix de Monza, le spécialiste automobile Jean-Louis Moncey est avec nous. Bonsoir à vous Jean-Louis. Bonsoir Christophe Paco. La grande histoire de la Formule 1. D'ailleurs, c'est le titre de votre livre, ou presque. Hein. La famille, c'est vrai, c'est la Formule 1 chez City Edition. On a toutes ces histoires-là, ces histoires notamment des Ferrari qui étaient jaunes tout d'abord, avec le cheval cabré, et puis qui sont devenus rouges après-guerre, bien après-guerre. Oui, c'était la couleur de Modène en réalité. Et d'ailleurs, Enzo Ferrari voulait l'appeler l'écurie de Modène. Et ce sont ses amis proches, notamment les juristes, qui lui ont dit mais pourquoi on l'appelle pas tout simplement Scuderia Ferrari puisque vous êtes déjà connu Enzo Ferrari comme étant un pilote. Et c'est comme ça que ça s'est fait, Scuderia Ferrari, mais c'est Modène l'origine. Avec le cheval cabré dessus, ça n'a jamais bougé. On dit bien le cavallino rampante quand on parle italien, et on se dit que ce petit cavallino, il a bien du mal à courir normalement et à galoper en ce moment. Hein. Alors, ça, c'est Ferrari, et c'est pas à vous, Christophe, que je vais raconter que dans une équipe de Formule 1, il y a des hauts et des bas. Mais oui. Ferrari, ça tient tellement à cœur de tout le monde de la Formule 1 qu'on surveille l'écurie comme le lait sur le feu. Même les écuries adverses, pour elles, c'est importante. Oui, mais ce qui est fou, c'est que là, on est au temple de la vitesse, on est chez eux, on est carrément à Monza, et on a l'impression qu'avec tout ce qui s'est passé depuis le début de la saison, et notamment le dernier épisode en date, et cette roue qui n'est jamais arrivée, ou qui a mis 30 secondes à arriver pour Carlos Sainz, on a l'impression que tout va mal, et que ça va être très compliqué d'afficher un bon résultat et une belle figure à Monza. Alors, si on suit les essais, c'est pour l'instant pas mal parti, oui. Mais je crois quand même qu'il y a deux choses qui ne fonctionnent pas bien. Déjà, bon, ce petit détail,
comme la roue que vous avez très justement évoquée, ça c'est vrai. Et puis il y a les petites faiblesses du moteur, mais surtout il y a des problèmes de stratégie. Et ça, ce n'est pas la première fois, je vous le rappelle, que ça arrive chez Ferrari, car du temps de Mattia Binotto, car vous devez vous rappeler qu'à l'époque de Vettel aussi, il y avait eu des problèmes. Là, on les a enchaînés. Je vais vous rappeler le Grand Prix de Monaco, où ils ont oublié notre ami... Charles Leclerc, qui n'est pas parti tout de suite et qui n'est pas resté. Voilà, exactement. En plus. Oui. Que des choses comme ça. Et donc là, on a vu aussi des changements de pneus qui ne correspondaient absolument pas à la réalité des choses. De temps en temps, on se demande ce qu'ils font, quoi, bien sûr. On se demande vraiment ce qu'ils font. En plus, Ferrari, pour nous, et Monza, ça reste un merveilleux souvenir quand on est monégasque, parce que, évidemment, on a fait résonner l'hymne il n'y a pas si longtemps. 2019, ça paraît loin maintenant pour Charles Leclerc, un vainqueur à Monza. Ce n'est pas si loin que ça, hein, malgré tout. Il y a quelque chose quand même qu'on oublie beaucoup, nous tous, c'est que quand même, quand vous comparez Charles, il faut le comparer avec ses rivaux. J'ai pris les chiffres, hein, pour vous. Oui. Hamilton, 300 Grands Prix. Alonso, 350 Grands Prix. Verstappen, 157 Grands Prix. Charles, il n'en a pas encore 100. Il a 2 saisons de moins que Verstappen, 3 saisons de moins que Sainz. Et l'âge, j'ai noté les âges aussi pour vous renseigner exactement. Eh bien, Sainz, 28 ans, Alonso, 41 ans, Hamilton, 37 ans, Vettel, 35 ans, et Charles, il en a 24. Oui. C'est donc un gamin. C'est pour ça, Christophe, que je voudrais que nos téléspectateurs comprennent bien que moi, j'ai toujours divisé les pilotes en 2 catégories. Les guerriers et les artistes, parce que les artistes, forcément, ils sont assez forts. Oui. Voilà. Mais pour Charles, j'ai inventé une autre catégorie. Pour moi, Charles, c'est le héros. Il gagne, c'est un guerrier, et de temps en temps, il prend des coups dans la figure, souvent de son équipe. On n'est jamais trahi par les siens. Oui, mais souvent il défend quand même son équipe, hein, parce qu'il tient le coup. Même quand il fait une erreur, après il le reconnaît, c'est la force de Charles, de pouvoir tout exorciser, finalement juste après un Grand Prix, il sort tout, et après il oublie, et il repart au combat comme il le fait en ce moment à Monza. Charles, il a les qualités du gendre idéal, il est multilingue, il est beau garçon, il est calme dans la vie, il est rangé. C'est un plaisir de parler avec lui. De l'interviewer, de voir sa famille, et c'est pour ça que je le trouve formidable, le gentil garçon par excellence, et quand il est sur le ring, si je veux dire, et là il donne tout, et c'est là où il est formidable. Le problème sur le ring, c'est qu'il a un grand rival, et là c'est un vrai duel, c'est Verstappen, c'est le même âge, Verstappen qui a démarré avant le permis de conduire, hein, avant 18 ans la Formule 1, voilà, il est tombé sur un rival qui va l'embêter pendant toute sa carrière finalement. Probablement, mais alors ça je suis obligé de vous dire, c'est ce que la Formule 1 attend. Il y a quand même une question que je vous repose pour conclure, c'est comment Ferrari peut arriver à se louper comme ça, se manquer dans la stratégie quand on voit à côté Red Bull ou même Mercedes qui remonte très très fort, mieux gérer un tel événement, une telle pression, parce que ce sera le cas encore dimanche à Monza. Hein. Diriger la Scuderia Ferrari, c'est bien quand on s'appelle Jean Todt et qu'on n'hésite pas à couper des têtes, déjà pour commencer. Mattia Binotto, c'est un excellent motoriste, et déjà, on se demandait quand il a été nommé directeur technique, pourquoi ce n'est pas un aérodynamicien. Peu importe. Mais ensuite, il est devenu patron de la Scuderia. Oui. Et ça, vous êtes proche à Monaco de l'Italie, vous le savez bien, être patron de la Scuderia Ferrari, c'est un poste éminemment politique. Il faut avoir des épaules larges et avoir des nuits qui durent 2 heures seulement. Et peut-être que Mattia, il n'en est pas encore là. Merci Jean-Louis Moncet. Plein d'ouvrages, même sur Ferrari, bien sûr, sur toutes les grandes marques. Et puis le dernier en date, hein, qui est tout chaud, hein, qui vient tout de sortir, oui, on est bien d'accord? La Formule 1 de ma famille. Absolument, chez City Edition. Bon Grand Prix, Jean-Louis. Merci. À l'occasion des Journées de l'Arbre, en 2 mots, hein, arbre, l'inoubliable Joséphine Baker a été mise à l'honneur dans le parc des Oliviers de Roquebrune-Cap-Martin, au milieu de la collection d'œuvres du parc. Et pour l'occasion, ses enfants et petits-enfants, accompagnés du prince Albert, étaient réunis autour des 2 représentations de cet artiste qui a fait il y a peu son entrée au Panthéon. Reportage signé Sarah Monnier avec Lionel Bernardi. Elle est une figure incontournable. Joséphine Baker est mise à l'honneur à l'occasion des Journées de l'Arbre à Roquebrune-Cap-Martin. Chanteuse, résistante et mère, celle qui a été accueillie au Panthéon en novembre 2021 pour son courage et son amour pour la France est toujours célébrée. Son deuxième amour, Monaco, où son corps repose toujours. Un lien étroit également noué entre la principauté et la ville depuis de nombreuses années. C'est le thème fort parce que accueillie au Panthéon, elle a vécu à Roquebrune parce que la princesse Grace lui a permis de rester sur Roquebrune-Cap-Martin, elle l'a aidée et on a considéré qu'elle devait faire partie des célébrités dans le buste et dans l'allée des célébrités dans ce parc merveilleux de Roquebrune-Cap-Martin. Pour cette édition, un buste de Joséphine Baker est déposé dans l'allée des célébrités.
Entourée de ses descendants et du prince Albert, l'œuvre a été dévoilée aux yeux de tous, un moment particulièrement touchant pour son auteur. Et c'est un bon résultat, je suis content de la réussite de l'image, de ce mouvement. On a travaillé un peu dans l'essence, dans l'esprit Art Nouveau, déco. Une autre œuvre est également exposée, un portrait géant de l'artiste sur fond d'un arc-en-ciel symbolisant sa famille et réalisé dans le style du street art. Je trouve que ça en dit long par rapport à ce que le street art apporte à l'histoire de l'art de manière générale. C'est un personnage qui inspire et qui en plus rentre dans le cours du temps vu tout le développement autour du droit des femmes. Nul doute que les visiteurs seront nombreux à trouver l'inspiration aux côtés de ces œuvres. L'exposition de sculptures encourage la création et la protection du patrimoine. Elle est à découvrir jusqu'au 30 septembre dans le Parc des Oliviers. Comme tous les soirs, la météo de ces prochaines heures, c'est avec vous. Yannick de Bévert, bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. La principauté profitera d'un plein soleil ce week-end, même si les températures seront un peu en baisse, avec tout de même un très agréable 27 degrés au meilleur de ce samedi. Avec un temps comme cela, si vous voulez profiter de la plage, sachez qu'une eau à 24 degrés vous y attend. Ce samedi 10 septembre, il faudra souhaiter une bonne fête à toutes les Inès. Et comme le veut la tradition, on termine par les instantanés du jour et nos drapeaux en berne sur les plus hauts lieux de la principauté en hommage à la reine d'Angleterre Elisabeth II. Photo signée Michael Alési. Je vous retrouve demain 19h pour une toute nouvelle édition de votre journal. D'ici là, belle et bonne soirée à toutes et à tous.